Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média, proche de Jean-Luc Mélenchon, a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous, aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle que cette émission est disponible sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Zemmour et valeurs actuelles attaquées, guerre totale contre la liberté d'expression. Les censeurs ont décidé de lancer toutes leurs forces contre les rares voix de droite dans les médias. Éric Zemmour est bien évidemment visé, tout comme valeurs actuelles. France Info qui oublie l'explication essentielle de la famine au Zimbabwe, un micro-trottoir qui met en lumière le fait que la promotion de la diversité au cinéma est en fait anti-européenne. Il y en aura pour tous les goûts dans la revue de presse de la semaine. Grève du 5 décembre, les médias entre soutien et opposition. La plupart des médias se positionnent en opposition à la réforme des retraites. Emmanuel Macron semble donc fragilisé médiatiquement. A noter que le haut commissaire à la réforme des retraites a considéré que le grand remplacement était une nécessité. Et pour commencer cette émission, bien c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image de la semaine, c'est l'hommage aux militaires tués au Mali. Oui, c'est une image très, très belle, très émouvante, avec la participation d'une partie des Parisiens, de beaucoup de Parisiens, de beaucoup de Français, attachés à la France finalement. Je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est le poème qu'avait écrit il y a quelques années Clément Frison-Roche, l'un des morts au combat au Mali, un poème qui s'appelle « Que vive France » et dans lequel il pose des questions tout à fait importantes en tant comme de l'armée, comme de guerre, à quoi on sert, pour qui on sert. Et la vraie question, c'est effectivement, au-delà de la guerre au Mali, qu'est-ce qui se passe en France pour défendre l'identité française? C'est implicitement la question qu'il posait dans ce poème écrit quelques années avant sa disparition tragique. Passons au premier sujet. Zemmour et valeurs actuelles attaquées, guerre totale contre la liberté d'expression. Alors Zemmour et valeurs actuelles sont attaquées, on va le voir. D'abord, concentrons-nous sur le cas d'Éric Zemmour, qui est attaqué sans relâche. C'était déjà le cas durant les précédentes semaines, avec par exemple des pressions au moment de l'annonce de son émission sur CNews, avec Le Parisien qui avait notamment publié un article qui pouvait s'apparenter à une forme de pression sur CNews pour éviter que Zemmour n'arrive, avec des pressions internes aussi, avec des salariés du groupe Canal qui s'étaient opposés à sa venue, et puis des annonceurs qui s'étaient retirés sous la pression, avec notamment Nutella. Malgré tout, eh bien, les succès d'audience sont là. On a noté par exemple un pic historique pour CNews sur cet horaire avec 300 000 spectateurs. C'était face à Jean-Christophe Lagarde mercredi dernier. Donc Jean-Yves, on a donc un succès d'audience de Zemmour malgré les attaques. Il a gagné son pari puisqu'il a choisi d'aller, il aurait pu aller sur BFM ou sur LCI, il a choisi d'aller sur CNews pour partir de bas et pour monter. En gros, il a triplé l'audience.
Il a doublé l'audience. Doublé à triplé l'audience. C'était moins de 100 000, mais il a des pics à plus de 300 000. Oui, il a doublé ou triplé l'audience, donc c'est un vrai succès. D'autant plus qu'il y a l'audience de rebond. Derrière l'audience en direct, il y a l'audience des extraits sur les réseaux sociaux qui est tout à fait considérable. Donc c'est un pari gagné. Et surtout que ce fameux mercredi, avec plus de 352 000 spectateurs, un pic 19h, il a devancé une autre émission du groupe Canal. C'est sur la chaîne mère, Canal+, Yves Calvi, qui s'est fait doubler largement. Calvi, qui est pourtant un poids lourd, dans tous les sens du terme, du PAF. Ouais, et qui donc avait juste 144 000 spectateurs en moyenne, donc 2 fois moins que Éric Zemmour, c'est quand même important. Alors malgré ce succès d'audience, les attaques contre lui restent plus fortes que jamais. À cause de ce succès d'audience. C'est vrai. Ouais. Et on va voir un exemple avec, par exemple, les attaques d'Elie Semoun sur RTL. J'ai pas une grande sympathie pour Éric Zemmour. On va dire qu'il est raciste, hein. Il est un peu xénophobe quand même. Mais il le fait avec une grande culture, une grande intelligence, et c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est insupportable, en fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de véhiculer ces idées-là? À quoi ça sert, franchement? À part à polluer et à pourrir la société. La télé a une responsabilité aussi par rapport à ça? Je crois, bien sûr. Oui, je crois. Parce que la liberté d'expression, elle a bon dos, parfois. Alors, on précise qu'Elie Semoun, c'est un humoriste. Il faut le préciser, parce que c'est pas forcément très drôle ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est un humoriste qui est écouté religieusement. Vous regardez l'attitude des journalistes, ils sont déférents, ils écoutent religieusement. Les journalistes de RTL. Les journalistes de RTL, les anciens collègues de Zemmour, d'un certain point de vue. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Elie Semoun la liberté d'expression, quand même, c'est pas bien. C'est pas bien, ça peut dire des choses. Il dit que la liberté d'expression a bon dos. Ce qu'on comprend, c'est que... Fondamentalement, c'est la liberté d'expression, c'est pour les gens qui pensent comme lui. Alors que, précisément, la liberté d'expression, c'est pour les gens qui pensent différemment de vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à comprendre ça. D'ailleurs, il le dit lui-même, Elie Semoun, Zemmour est intelligent. Bah oui, Zemmour est sûrement plus intelligent que lui. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc... c'est une intervention qui s'ajoute. Il y en a tous les jours des gens qui crachent sur Éric Zemmour, mais là, c'était un exemple. Et plus inquiétant que ça, c'est la décision du CSA, la mise en demeure de CNews par le CSA pour les propos d'Éric Zemmour sur la guerre d'Algérie. Et on va décrypter cette sentence, cette sanction du CSA, avec Roch-Olivier Mestre, son président, qui était interrogé par l'Oopsider. Lorsque le polémiste a fait l'apologie de massacres coloniaux, cette séquence avait d'ailleurs donné lieu à plus de 2000 signalements. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. C'est celle-là qui a suscité le plus. On a pris en compte l'ensemble et on a regardé principalement aussi au regard de la maîtrise de l'antenne. Nous, on est là simplement pour veiller à ce que les principes qui sont posés par la loi, notre seule feuille de route, c'est la loi, et les principes qui se déclinent dans les conventions qu'on passe avec les chaînes de télévision et les radios sont respectés ou ne sont pas respectés. C'est qu'au regard des invités qui peuvent apparaître sur ce plateau, d'être attentif que le pluralisme est effectivement respecté, qu'on n'est pas simplement dans un pluralisme de façade. Parce qu'une fois encore, en France, contrairement à ce qui existe aux États-Unis, on n'a pas de chaîne d'opinion en tant que telle. Elles doivent toutes respecter ce principe du pluralisme, qui est un principe constitutionnel en France. Nous ne sommes pas un censeur, nous ne sommes pas les gardiens d'un ordre moral quelconque. J'entends parfois des humoristes dire qu'avec le CSA, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire. C'est inexact. Le CSA ne passe pas son temps à sanctionner. On sanctionne toujours de façon mesurée en nombre. Oui à la liberté d'expression, oui à la liberté éditoriale, oui à la polémique, mais attention, il y a des transgressions de principes législatifs qui ne sont pas acceptables. Alors c'est un très bel exercice de novlangue, parce que qu'est-ce que le CSA? C'est un organisme de censure, et de censure uniquement dans un sens, parce qu'il explique qu'il faut qu'il y ait du pluralisme partout. Ben oui, mais est-ce qu'il y a du pluralisme sur France Inter, par exemple? Pas de pluralisme sur France Inter. Est-ce qu'il y a du pluralisme sur France Info? Il n'y a pas de pluralisme sur France Info. Par contre, quand il va y avoir quelqu'un qui pense de manière un peu politiquement incorrecte, sur CNews, avant sur Radio Courtoisie, parce qu'on applique à CNews une jurisprudence antérieure du CSA sur Radio Courtoisie, qui consiste à dire la maîtrise de l'antenne. La maîtrise de l'antenne, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut contredire obligatoirement celui qui ne tient pas des propos politiquement corrects. Mais est-ce qu'il faut contredire quelqu'un qui tient des propos politiquement corrects sur France Inter ou sur France Info? Évidemment non. Il y a une chose d'ailleurs qui est particulièrement grave dans les obligations que le CSA
impose aux radios et télévisions. Il leur fait signer une charte, une convention, dans laquelle non seulement un certain nombre de choses leur sont interdites par la loi, mais il y a une obligation de propagande. C'est-à-dire qu'il y a quasiment l'obligation, pour obtenir les autorisations d'antenne, l'obligation de défendre, entre guillemets, le vivre ensemble, le bien fondé d'un certain nombre de choses comme l'immigration ou autre. Voilà. C'est un système hallucinant. C'est plus d'ailleurs qu'un système de censure, c'est un système de propagande. Et vous avez un casse-noix. Eh bien, le système que fait valoir le CSA, la vérité, elle est entre les deux. Elle est prise là en étau. Entre d'un côté la propagande, qui est obligatoire, et de l'autre la censure, qui vise à empêcher qu'on montre, au fond, les mensonges de la propagande. C'est ça le système du CSA. C'est d'ailleurs, la France est un des rares pays à avoir un bazar de ce type, quand même. Un rare pays censé être libre et qui a un bazar de censure permanente. Et là, c'est assez grave parce que, effectivement, il y a une mise en demeure. Et l'étape suivante de la mise en demeure, c'est d'importantes sanctions financières ou d'interdiction d'antenne. C'est quand même sérieux. Et c'est une autorité administrative. Alors qu'il y a une loi, déjà contestable, qui est la loi Pleven, qui limite la liberté d'expression, mais sous protection judiciaire. Là, on a une autorité administrative. Ce monsieur qui a fait toute une carrière de fonctionnaire, on voit très bien le côté un peu obséquieux par quelle méthode il a utilisé pour progresser. Voilà. Eh bien, c'est le censeur en chef. C'est la Stasi. Mais il dit qu'il défend la liberté d'expression et la polémique, donc c'est tout est sauf. Et alors le journaliste qui l'interroge est d'une complaisance. Oui, c'est David Perrotin, ouais. Qui quand même lui reproche de ne pas être allé plus loin à la fin. Oui, c'est un extrait qu'on n'a pas mis. C'est un extrait qu'on n'a pas mis. Vous auriez peut-être pu être plus sévère, effectivement. Oui, on finit par devenir indulgent avec ces zigotos. Alors en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que CNews a saisi le Conseil d'État après cette mise en demeure du CSA. Donc le CNews qui a décidé d'être, le groupe Canal qui a décidé d'être offensif, ce qui est plutôt à saluer. Autre chose contre Zemmour qui s'est passé cette semaine, alors c'est pas aussi important, mais c'est quand même significatif, des attaques contre Christine Kelly, la présentatrice de Face à l'info, qui a tweeté, qui a déjà survécu à des mois ou des semaines de menaces de mort en travaillant. Merci pour vos témoignages, ça peut aider. Donc on voit, finalement, elle a été saluée, hein, malgré tout, elle a été soutenue par plusieurs personnalités de droite, mais aussi par Marlène Schiappa, mais on voit qu'il y a donc des pressions contre elle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, le CSA implicitement lui reproche de ne pas assez contrer Zemmour, alors que Zemmour, il est en permanence en duel. Ouais. Donc, il y a toujours... S'il y a une émission où il y a du pluralisme, c'est précisément celle-là. Oui, effectivement. Donc, c'est quand même hallucinant. Mais sa présentatrice, en tout cas... Et la présentatrice, on lui reproche de ne pas être assez, d'être un peu en arbitre, ce qui est son rôle, alors qu'on devrait être systématiquement toujours contre Zemmour, quoi. En tout cas, donc, on a une présentatrice qui se plaint de menaces, ce qui est quand même assez dramatique. Passons au sujet de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui a subi les attaques d'un groupuscule numérique sur le net qui s'appelle Sleeping Giants, qui s'en sont pris récemment à Valeurs Actuelles. Alors, qu'est-ce que Sleeping Giants ? Valeurs Actuelles nous l'explique. Chaque fois, la méthode est la même. Les Sleeping Giants interpellent les annonceurs sur les réseaux sociaux et leur demandent d'expliquer leur présence sur un site d'extrême droite, entre guillemets. Aujourd'hui, les Sleeping Giants estiment que la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles est au niveau des pires blogs extrémistes. L'ensemble du site s'est constitué en pourvoyeur de haine et d'intolérance, perdant toute légitimité à être comparé à du journalisme, ont déclaré les Sleeping Giants. Les Sleeping Giants qui pensent donc que les annonceurs ont le devoir de retirer leur publicité du site de Valeurs Actuelles. Alors, ils citent plusieurs exemples pour cela, pour montrer que Valeurs Actuelles est donc d'extrême droite, radicale, mais en fait avec des exemples qui sont souvent faux, complètement biaisés. Par exemple, le fait qu'il y ait un article de Valeurs Actuelles intitulé « 50% des Français pensent que les migrants ne sont pas des réfugiés », un article qui ne fait que reprendre une étude de l'Ipsos, donc c'est pas du tout... Alors effectivement, c'est une étude de l'Ipsos qui dit que 50% des Français pensent que les migrants ne sont pas des réfugiés, et de fait, ils ne sont pas des réfugiés, puisque une bonne partie, les 3/4 des clandestins se voient refuser, on ne parle que des clandestins là, se voient refuser le statut de l'asile politique. Donc
C'est En vraiment. tout cas, c'est une opinion des Français. C'est interdit de dire les choses, quoi. Et c'est une opinion des Français qui, de toute façon, est réaliste. Donc voilà. Alors, les Sleeping Giants donc, interpellent les marques, les annonceurs qui sont présents sur le site de Valeurs Actuelles pour leur demander de retirer leur publicité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Sleeping Giants ? Alors, c'est une association qui a été lancée, un mouvement qui a été lancé au moment de l'élection de Trump par un publicitaire californien, Matt Rivitz, dans le but, effectivement, de couper les recettes publicitaires d'un certain nombre de sites. Ça a d'ailleurs marché avec Breitbart. Ouais. Voilà. Et puis, bien évidemment, ça a été copié en France par des anonymes, parce que c'est quand même essentiellement des anonymes. Le seul nom qu'on connaît en France, parce qu'il s'est un peu dévoilé en créant No Hate Money, qui est un site parallèle des Sleeping Giants, c'est un dénommé Tristan Mendès France, qui est un universitaire qu'on voit un peu dans les médias. Voilà. Mais pour le reste, ce sont des anonymes qui, protégés par l'anonymat, font quand même des actions qui sont d'une légalité plus que douteuse, puisqu'ils appellent à des boycotts. Alors concrètement, comment ça se passe ? On va prendre un exemple récent, c'est l'exemple d'SFR, interpellé sur Twitter, donc par un internaute lambda, qui déclare « Bonjour SFR, votre publicité apparaît sur le site de Valeurs Actuelles associant votre image à ces articles haineux. Est-ce compatible avec vos propres valeurs morales et éthiques ? S'il vous plaît, retirez votre pub maintenant. » Et la réponse du community manager, c'est-à-dire de la personne qui gère les réseaux sociaux de SFR, est immédiate. Bonjour, nous remontons votre requête en interne. Effectivement, nous avons déjà bloqué ce type de site. Nos équipes vont faire le nécessaire afin de ne plus faire apparaître nos publicités sur ce domaine. Merci de votre vigilance. Là, Jean-Yves, on a SFR qui se couche totalement. Oui, mais à un niveau quand même assez irresponsable de la hiérarchie, puisque c'est le community manager qui est un élément de la direction de la communication. Mais dans les entreprises, c'est les directions de la communication qui ont eu le pouvoir. Et donc là, en l'occurrence, à l'intérieur de la direction de la communication, c'est le community manager, Mathieu, on ne sait pas trop ce que c'est, et qui répond à un anonyme qui a, tenez-vous bien, 139 abonnés. Oui, c'est-à-dire, c'est peanuts, quoi. Voilà. C'est un vrai anonyme. Hein, voilà. Ça suffit à faire plier une entreprise qui a des dizaines de milliers d'employés et des millions d'abonnés, qui ont peut-être tort d'ailleurs d'être abonnés, parce que c'est pas toujours très satisfaisant d'être abonné chez SFR, mais une entreprise quand même qui a été donnée à Monsieur Drahi par Monsieur Macron quand il était secrétaire général. Enfin, Monsieur Macron a aidé Drahi à racheter SFR quand il avait des responsabilités. On peut se poser les questions d'éventuelle connivence. Voilà. Donc, il y a une certaine connivence entre Monsieur Macron et Monsieur Drahi. Peut-être que ce community manager anticipe déjà le point de vue de sa hiérarchie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en se pliant aussi rapidement, aussi servilement à ce genre de pratique, et finalement, on peut se demander s'ils ne seront pas responsables de leur pub sur tous les sites désormais. Alors, effectivement, parce qu'à partir du moment où ils vont accepter une publicité, ils seront responsables de ce que peut faire l'entreprise. Et là, bonjour les problèmes quand il y aura des difficultés avec telle ou telle voiture. Bonjour les problèmes quand il y aura telle difficulté écologique avec telle ou telle entreprise alimentaire, etc. Donc, à la limite, il ne faut plus accepter de publicité du tout. Ou on n'accepte plus de publicité du tout, où on accepte finalement que la publicité soit un moyen de tenir les gens pour le politiquement correct. C'est quand même très, très grave tout ça. Là où c'est vraiment très grave, ce qui me paraît personnellement grave en tout cas, c'est que s'il n'y a aucune répercussion politique ou économique sur SFR ou sur les entreprises qui globalement appellent de manière détournée à la censure, faut pas se leurrer, toutes les autres entreprises se soumettront volontairement ou non, parce que s'il n'y a pas de répercussions pour elles, elles seront obligées de le faire. Donc Valeurs Actuelles perdra toutes ses subventions, etc. Et c'est extrêmement grave, parce que il y a des gens de droite qui sont chez SFR, il y a des gens qui lisent Valeurs Actuelles qui sont chez SFR et qui sont sur tous les autres supports, et on leur crache à la figure complètement. Donc ça fait monter les tensions dans la société. Et ça fait monter l'hostilité au système et l'hostilité aux entreprises. Ouais. Je pense que les entreprises devraient faire attention. Attention, en faisant cela, elles se placent dans une logique totalitaire. Et à partir du moment où les entreprises se placent dans une logique totalitaire, elles n'empêcheront pas le développement d'une hostilité à cette logique totalitaire. Moi, je dis aux entreprises, faites attention, faites attention.
Et on peut se poser la question aussi de la responsabilité des hommes politiques de droite face à cette attaque contre Valeurs Actuelles, puisque là, on est face à un rapport de force qui est vraiment considérable et vraiment fondamental, qui est en train de se mettre en place. Et si personne ne défend Valeurs Actuelles, ça va être compliqué peut-être pour d'autres publications à l'avenir. Donc c'est important ce qui se joue là. Alors heureusement, Valeurs Actuelles a décidé de se défendre, d'abord avec la publication d'une tribune contre les actions de Sleeping Giants, avec la signature de plusieurs personnalités, comme par exemple Gabriel Cluzel, Jacques de Guibon, Martial Bill, François Bousquet, Yvan Rioufol, Gilles-William Goldnadel, Marc Hainaut, Didier Maisto ou Geoffroy Lejeune. Et puis une opération de guerre numérique, de contre-guerre sur Twitter, avec le mur de la honte qui répertorie sur le site internet de Valeurs Actuelles tous les annonceurs qui ont voulu ou ont coupé les publicités sur leur site. Et donc c'est un appel aux internautes pour les solliciter et s'opposer aux Sleeping Giants avec les mêmes armes, c'est-à-dire en les contactant sur les réseaux sociaux. Jean-Yves, on voit donc que Valeurs Actuelles est à l'offensive. Oui, alors ça c'est bien, ça c'est le bon côté des choses, c'est qu'ils combattent. Ils ne s'excusent pas, ils ne plient pas, ils combattent. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Le politiquement correct, ça se combat. On ne s'excuse pas, on ne se repent pas, on combat. Bravo Valeurs Actuelles. Et on voit que c'est d'ailleurs cet esprit combatif. Il a même atteint certains journalistes mainstream, comme par exemple Carole Barjon, qui travaille à l'Obs, qui déclare d'abord Valeurs Actuelles, et ensuite quel média, et ensuite qui. La question est très juste. Tous les autres, tout simplement. Voilà. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, on part à l'international avec France Info Afrique, dans un article qui déclare « Le Zimbabwe au bord d'une famine créée par l'homme ». Et qui écrit « On l'appelait jadis le grenier à blé de l'Afrique, mais aujourd'hui, le Zimbabwe souffre d'une insécurité alimentaire grave. » Et pour l'expert onusien, selon ce que rapporte France Info, c'est le manque de pluie qui a eu des conséquences dramatiques avec une grande sécheresse. Oui, alors des sécheresses au Zimbabwe, il y en a toujours eu, il y a des alternances de pluie, de sécheresse, ça s'appelle les aléas climatiques. La vraie raison de la famine ou de la malnutrition au Zimbabwe, c'est la politique qui a été suivie par le dictateur Mugabe pendant plus de 40 ans, et le fait que les fermiers blancs de l'ex-Rhodésie du Zimbabwe ont été chassés. Voilà, c'est ça la cause. C'est une cause politique, c'est pas une cause écologique. Il y aura d'ailleurs, on peut tout à fait le dire, il y aura tout à fait le même problème d'ici quelques années en Afrique du Sud. Quand les derniers fermiers blancs d'Afrique du Sud auront été chassés, eh bien, il y aura un problème de malnutrition en Afrique du Sud. Ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique, ça a beaucoup à voir avec le dérèglement politique. Et on a eu le même cas, je crois, dans le sud de la France. Oui, alors il y a eu des inondations dans le sud de la France. Dramatiques, par ailleurs. Dramatiques, comme... Bon, là aussi, il y a des pluies diluviennes, c'est un mot ancien, les pluies diluviennes, ça date pas d'hier, comme expression. Il y a eu des pluies diluviennes, comme il y en a aussi épisodiquement dans cette région. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit un certain nombre de médias et le Premier ministre, dû au dérèglement climatique, c'est dû au bétonnage, aux constructions dans des zones inondables, qui fait que l'eau ne peut plus s'évacuer. Et donc, comme elle ne peut plus s'évacuer, eh bien, l'inondation prend une proportion catastrophique. Alors, tout autre sujet, Christophe Beaugrand, qui est donc un animateur notamment du groupe TF1, et son époux annoncent la naissance de leur fils. C'est BFM TV qui nous l'apprend. Oui, alors quand on regarde un peu dans le détail, la gestation a été longue, puisqu'on apprend que ça fait 2 ans que l'affaire est en cours, puisque tout simplement, ils ont acheté un enfant à une mère porteuse, je crois en Californie. Oui, c'est en Californie. Évidemment, un certain nombre de médias, dont Gala, dont BFM TV, ont parlé de cet événement pour promouvoir en fait, la gestation pour autrui. Qui est illégale en France, de propagande, bien que ce soit illégal en France actuellement. Et c'est promu, évidemment, par BFM TV. Il n'y a pas lieu d'être surpris, puisque le patron de BFM TV, mis en place par M. Drahi, c'est M. Fogiel, et qui lui-même a acheté des enfants à l'étranger. La Voix du Nord, qui nous parle de l'éducation nationale qui cherche désespérément des professeurs avec une photo non contractuelle. Effectivement, elle nous apprend Wepper là, sur le Tweetos. C'est vrai que
On a du mal à y croire. Alors, on a du mal à comprendre le problème, en tout cas, en voyant cette photo. En fait, on voit une classe sage de jeunes Européens. Et s'il n'y avait que des classes sages de jeunes Européens, on trouverait des profs à foison. En fait, on ne trouve plus de profs, notamment dans le secondaire, pour le collège ou pour le lycée, parce que les gens qui passent les concours, les étudiants qui passent les concours, les CAPES, on va dire, ils savent que leurs premières années, c'est dans l'académie de Créteil. Alors, qu'est-ce que c'est l'académie de Créteil? C'est le Val-de-Marne, c'est la Seine-Saint-Denis. Et ils vont se trouver devant des classes ensauvagées. Et pour éviter de se trouver devant des classes ensauvagées, ils choisissent un autre métier. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs reconnu dans des rapports officiels de l'éducation nationale, sauf qu'on n'explique pas dans les rapports officiels qu'il s'agit des banlieues de l'immigration. On parle, comme j'ai parlé de manière bien technocratique, de l'académie de Créteil. Suivez mon regard. Alors, autre grosse langue de bois, là même, complètement contre-vérité, c'est cet extrait d'un téléfilm de France 2 avec Omar Sy dans le rôle d'un médecin qui, face au racisme d'un patient, finit par lui assonner un coup de tête. Sauf que le Twitter Ascalito nous apprend que dans la réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Oui, alors le Twitter cite un cas de coup de tête, mais c'est le médecin qui reçoit le coup de tête d'un patient prénommé Mustapha. C'est parfois ce qui arrive dans les hôpitaux. Et là, on a une inversion accusatoire totale dans le petit film de propagande de France 2, puisque c'est le grand médecin africain qui est victime du racisme du petit patient blanc. Alors, ce qui est quand même d'ailleurs incroyable, c'est qu'il y a en même temps une justification de la violence. Oui, exactement. Puisque ce médecin africain donne un violent coup de tête au patient. C'est vrai que c'est un méchant patient puisqu'il est suspecté d'être raciste. Donc on a l'inversion accusatoire et la justification de la violence d'un noir contre un blanc. Payez par vos impôts. C'est une raison d'aider immédiat qui, malheureusement, n'est pas subventionnée par vos impôts. Alors, autre petit blanc contre africain, c'est la remise du Ballon d'Or qui a fait polémique auprès de Gilles Verdez, puisque c'est Lionel Messi qui l'a gagné, l'Argentin. Mais pour Gilles Verdez, ça aurait dû être Sadio Mané, un joueur africain de l'équipe de Liverpool. Il ne l'a pas eu, il a fini 3e. Et pour Gilles Verdez, visiblement, sa couleur dérange. Ouais, alors je n'ai pas l'impression que le noir dérange beaucoup dans le football. Pour le reste, franchement, quel est le meilleur joueur? Là, j'avoue totalement mon ignorance. Ouais. Mais je ne crois pas franchement que le fait d'être noir soit un handicap au football. Ouais, en tout cas, pour Gilles Verdez, il est habitué à ça. Oui, c'est l'ethnomasochisme de service. Voilà. Avec une influence. Bah oui, bien sûr. Autre personne médiatique qui a une influence, c'est Clément Viktorovitch, qu'on connaît bien, qui a parlé du Reductio ad Hitlerum, et on va regarder la vidéo tout de suite. Ça consiste à disqualifier une idée, discréditer une personne en l'associant à Hitler, au nazisme et plus généralement à toute idéologie conçue comme honnie au sein de l'histoire. Si votre copain ou votre copine vous tanne pour adopter un chat, vous répondez « Pas de problème, mais tu sais qui d'autre est une grande amie des chats ?» Marine Le Pen. Là, c'est une manière d'utiliser l'ad Hitlerum pour disqualifier une idée. L'avantage de ce procédé, c'est évidemment qu'il épargne d'avoir à argumenter sur le fond, et ça, c'est très pratique. Alors, il est très drôle, très bon et très drôle, notre ami Viktorovitch, parce que il démontre le point Godwin, qui est effectivement le degré néant de la discussion, puisque quand vous n'avez plus d'arguments, vous expliquez, c'est comme Hitler. Et lui-même utilise la réduction ad Hitlerum en assimilant strictement Marine Le Pen à Hitler. Hitler, on dit il aime les chiens, et Marine Le Pen, on dit il aime les chats. Donc il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il se rend pas compte de son énormité, mais on est un peu habitué avec notre ami Viktorovitch. Effectivement, c'est pas la dernière à mon avis. Alors pour finir cette revue de presse, c'est ce micro-trottoir assez intéressant, on va le regarder tout de suite.
Du coup, est-ce que vous trouvez ça positif du coup de faire, par exemple, dans Thor, mettre des noirs? Moi, si, c'est bien, c'est cool. Ça peut être cool. Ça ajoute de la diversité, c'est comme ça tout le monde peut se reconnaître dans un personnage. Et c'est intéressant. Si on mettait la majorité silencieuse au Wakanda, qu'on mettait des blancs dans Black Panther, est-ce que ça pourrait être pas mal? Ce serait plus Black Panther, du coup. Le personnage de base, le personnage de base, il est noir. C'est la mythologie nordique, c'est aussi des blancs. Oui, c'est ça aussi. En fait, ça, je sais pas. Dans un sens, ça va, et dans l'autre, je trouve que ça fait bizarre. Ils sont charmants, ces jeunes gens. Dans un sens, ça va, quand on remplace un blanc par un noir, mais dans l'autre, quand on remplace un noir par un blanc, ça va pas. Bon, d'un certain point de vue, on peut les comprendre. Ce qui est incompréhensible, c'est tous les opérateurs blancs qui trouvent normal de faire jouer des noirs pour Achille, pour le roi Arthur, pour Ulysse, pour, que sais-je encore, pour Thor. Enfin voilà, c'est ça qui est anormal. Eux, finalement, ils sont plutôt... ils sont plutôt cool, comme ils disent. Ils se rendent compte finalement qu'il y a un problème. Mais c'est marrant, il faut quand même leur expliquer les choses et ça montre bien que la promotion de la diversité dans le cinéma notamment, mais dans plein d'autres domaines, en fait, c'est de la... C'est de la propagande. C'est la propagande anti-européenne. Anti-européenne, point barre, oui. Le mot le plus important dans la situation actuelle, il y a deux mots importants. Censure et propagande. Hein, on les connaît bien. On les connaît bien. C'est ça qui fait tenir le système. Ouais. La propagande et la censure qui protègent la propagande. Passons au deuxième sujet. Grève du 5 décembre, les médias entre soutien et opposition. Les deux médias RMC et BFM TV ont-ils pris position contre la grève? Quelques éléments de réponse, par exemple avec cette intervention d'Olivier Truchot. Elle est évidente, cette grève, dans la mesure où on a un gouvernement de stagiaires qui est incapable d'expliquer sa propre réforme. Mais enfin, bon, donc toi, t'es pour le statu quo, toi, on change rien. Non, je suis pas... On a un système qui est inégal, qui perd de l'argent, mais il ne faut pas changer, M. Marty. Moi, je suis pour... Et les gens, effectivement, vivent plus longtemps, mais il ne faut surtout pas changer. Moi, je suis pour un système... On est le seul pays à dire ça. Olivier, si je peux te répondre. Il n'y a qu'en France où on dit ça. Donc on voit qu'Olivier Truchot tente de défendre un point de vue plutôt favorable à la réforme des retraites. Et bien, cette chaîne de RMC s'est allié avec BFM pour proposer une initiative pour réduire les dommages causés par la grève auprès des usagers. À l'approche de ce mouvement de grève nationale qu'on va vous accompagner toute la semaine pour vous aider à vous organiser avec l'opération Entraide RMC BFM. Dès maintenant sur notre site internet rmc.fr, vous vous connectez et vous pouvez trouver des moyens alternatifs de transport, covoiturage, solutions d'hébergement et d'autres services parce que dans ces cas-là, c'est la solidarité qui joue, c'est l'entraide, c'est on peut compter sur les uns ou sur les autres. Donc c'est sur rmc.fr et puis jeudi, petit coup de pouce, on vous remboursera vos frais de déplacement toutes les 10 minutes. Jean-Yves, est-ce qu'on peut donc penser que RMC et BFM sont plutôt favorables à Emmanuel Macron? Oui, on peut penser qu'ils sont plutôt favorables. D'ailleurs, ce sont des propriétés de Drahi, qui a quand même bénéficié des accointances de Macron pour étendre son empire de médias en France, et donc qui lui renvoie en quelque sorte l'ascenseur. Le patron de BFM, nommé par l'équipe Drahi, c'est Fogiel, qui est très proche du couple Macron. Et puis c'est vrai que ce sont aussi des médias un petit peu économiques, donc qui sont sensibles à ce type d'arguments contre les grèves. En d'autres temps, on les aurait accusés de briser les grèves. Là finalement, ils essayent de faciliter la vie des gens qui veulent circuler, quoi, voilà. Alors, autre média qui a été accusé de prendre un peu le parti d'Emmanuel Macron, c'est le Journal du Dimanche, notamment pointé du doigt par Acrimed, pour ce grand dossier, avec notamment un entretien avec Gérald Darmanin. La réforme des retraites se fera. 2 pages à l'intérieur surmontées d'une citation en énorme caractère, note Acrimed, « Nous sauvons les retraites de nos enfants », avec un éditorial d'Hervé Gattegno, et un sondage de l'IFOP que le JDD annonce ainsi, les Français favorables à une réforme, et Acrimed note une réforme des retraites, oui, mais laquelle? Et enfin, Acrimed note que pas une phrase de la rédaction sur les motifs de la grève et les critiques des opposants à la réforme. Et Dominique de Montvalon, qui collabore au Journal du Dimanche notamment, sur Twitter, qui prend position. L'omniprésence médiatique des pro-grèves et la dimension massive des blocages à partir du 5 donnent une image biaisée de la réalité. Le principe d'une réforme des retraites est majoritairement soutenu. Donc Jean-Yves, il y a un peu de pluralité aussi du côté du JDD. Oui, enfin un petit peu. Le JDD, c'est quand même à chaque semaine, avec M. Gattegno, qui est aussi très proche du pouvoir, chaque semaine, c'est la une sur un ministre. Oui, c'est vrai. Alors un coup, c'est la ministre de la Santé, un coup, c'est le ministre des Finances. Voilà. C'est vrai que ces dernières semaines, c'était très souvent. Oui, c'est une sorte de pravda.
La Pravda du dimanche. La Pravda du dimanche. Et il y avait Le Parisien aussi qui a été pointé du doigt pour 2 1, 9 milliards, le vrai coût des régimes spéciaux et grève, le guide de survie. Voilà, c'est un peu catastrophiste. Oui, voilà. Bon, voilà, ça fait vendre du papier aussi. Ça peut faire vendre du papier, puis bon, c'est Monsieur Arnaud. C'est sûr que 9 milliards, pour lui, c'est peu de choses, puisqu'il a une fortune à plus de 100 milliards, donc voilà. On risque pas de le voir en gilet jaune aujourd'hui. Pas tout de suite. D'ailleurs, je rappelle que cette émission est tournée le jeudi dans la matinée, et donc on n'a pas tous les éléments sur la grève, donc c'est pour ça qu'on reste très prudent. Alors, Jean-Yves, autre média qui a été pointé du doigt sur les réseaux sociaux, c'est France Info. France Info a été particulièrement attaqué pour un article dans lequel il donne la parole à Olivier, un plombier qui est favorable à la réforme des retraites. Or, ce plombier, eh bien, c'était un militant La République En Marche, un membre du parti en tout cas, ce qui a été relevé par notamment Arrêt sur Image. Et ça a donc été largement reproché sur les réseaux sociaux, ce fait d'omettre le fait qu'il était membre de La République En Marche. Pourtant, Jean-Yves, qu'on modère les propos, ça faisait partie d'une série de portraits, de 7 portraits. C'était le seul dans lequel on avait un peu un regard favorable sur la réforme des retraites. Alors, les médias sont assez partagés sur ce sujet. De certains points de vue, on ne peut pas leur reprocher, puisque au fond, ça donne une diversité de points de vue. On est suffisamment critique sur les sujets où ils ne donnent qu'un point de vue pour dire, là, ils en donnent finalement 2. Traditionnellement, les médias étaient généralement favorables aux mouvements sociaux, aux mouvements de grève, aux mouvements contre les réformes du pouvoir. Notamment parce qu'il y avait une influence, d'une gauche économique, d'une gauche sociale, qui continue d'être importante, notamment à la rédaction de France Inter ou de France Info, où il y a pas mal de journalistes qui sont assez proches de la France Insoumise, par exemple. Oui, clairement. Voilà. Donc, ça continue d'exister. Et puis, à côté de ça, d'autres médias qui ont basculé du côté d'une gauche sociétale, mais plutôt libérale en matière économique, et donc qui deviennent critiques et qui peuvent soutenir un certain nombre de réformes, qu'elles soient justifiées ou non, c'est une autre affaire. Bon, ceci étant, ça donne finalement un certain pluralisme qu'il n'y avait pas avant, où avant c'était plutôt toutes les grèves sont bonnes, en quelque sorte, tous les mouvements sociaux sont légitimes. Là, aujourd'hui, il y a les 2 points de vue qui s'expriment. Et dans les points de vue de gauche qui s'expriment quand même majoritairement, hein, c'est assez évident quand on analyse la couverture médiatique. On peut noter cette tribune publiée par Le Monde de plus de 180 intellectuels et artistes qui soutiennent celles et ceux qui luttent. Donc ça, c'est une tribune. Jean-Yves, on voit donc que globalement, il y a quand même une gauche à l'offensive sur ces sujets-là, sur le sujet des retraites. Bon, voilà. Oui, tout à fait. C'est quand même majoritaire, c'est-à-dire que le point de vue un peu libéral, un peu favorable à Macron est quand même en sourdine. Alors, autre élément de cette réforme des retraites, ce sont les propos de Jean-Paul Delevoye sur l'immigration, qui lie immigration et réforme des retraites. On va l'écouter. Je suis très frappé de la réaction des peuples européens, puisque la démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, à moins que la machine remplace ça, il va falloir 50 millions de populations, entre guillemets, étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. Oui, alors là, il nous resserre une vieille lune, Delevoye, parce qu'il y a 30 ans, on utilisait déjà cet argument pour justifier l'immigration. Donc, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème, puisqu'ils devraient payer nos retraites. Le seul problème, c'est que maintenant, si vous allez dans les banlieues de l'immigration, vous avez la 2e génération ou la 3e génération, vous avez des taux d'inactivité et de chômage de 30 ou 40%. Donc ça coûte plus que ça ne rapporte. Et on peut craindre que la machine continue de coûter aussi cher, quoi. Et le Figaro Vox qui publie un entretien dans lequel on apprend que l'impact positif de l'immigration sur le financement des retraites n'a jamais été démontré. Effectivement. Non, je pense même qu'on pourrait démontrer l'inverse. Je pense qu'on pourrait démontrer l'inverse, notamment en raison des coûts sociaux. La Seine-Saint-Denis, je ne suis pas absolument sûr qu'elle rapporte beaucoup ni au régime de retraite, ni au budget général de la France par rapport à tout ce qu'elle coûte. Hein. En tout cas, on a donc le responsable de la réforme des retraites qui, finalement, valide le grand remplacement. Oui. Et ça a d'ailleurs été noté par le Canard enchaîné, qui lui fait dire, pour les retraites, une seule solution, le grand remplacement, ce qui fait écho à la une de Présent de cette semaine, de mardi de cette semaine.
Delevoye proclame le grand remplacement. Donc on voit qu'on a un aveu officiel que le grand remplacement est voulu en fait. Bah oui, absolument. Bon, pour ceux qui avaient encore quelques doutes. Oui. Non seulement il existe, mais il est pensé, il est voulu. C'est pas la peine de chercher à interdire l'expression ou à l'expliquer qu'elle est complotiste, que sais-je encore. Non, c'est assumé finalement. Par un haut fonctionnaire, non. Un homme politique qui a fait toute une carrière. Enfin, il est intéressant, Delevoye, parce que quand on regarde sa formation d'origine et ses attaches, il y a au départ, c'est un élève des Jésuites, dans le même collège d'ailleurs, ou le même lycée que Macron, à Amiens, et ensuite il y a une carrière beaucoup aidée par la franc-maçonnerie, pas le Grand Orient, mais la Grande Loge de France, et d'ailleurs on voit tous ces postes sont liés à ce type de connivence, on peut dire. Il a été ministre en charge des retraites, il a été médiateur de la République, il a été président du comité économique et social. C'est le bonhomme qui a balancé 700 000 pétitions déposées à propos de la loi Taubira. Il les a mis à la benne. Il a été président de l'AMF. Enfin, il a fait une très belle carrière de réseau et toujours dans l'hyper politiquement correct, d'où le discours qu'il tient aujourd'hui. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais avant, je crois que vous avez un petit coup de chapeau. J'ai un coup de chapeau à donner à nos donateurs, aux donateurs de TV Liberté, grâce auxquels nous sommes là. Même en séjour de grève d'ailleurs. Même en séjour de grève, oui. La grève, c'est pas ça qui nous arrête quand même. Non, mais ça augmente. Ce qui pourrait nous arrêter, c'est le manque d'argent. Et TV Liberté a fait le choix de ne pas chercher la publicité, pour être libre, et on voit bien le danger de la publicité avec les difficultés que peuvent rencontrer ou qu'ont pu rencontrer nos amis de Boulevard Voltaire ou de Valeurs Actuelles. Nous n'avons pas de problème avec la publicité, mais parce que nous avons les donateurs. C'est les donateurs qui permettent à TV Liberté de vivre. Eh bien, c'est le moment de mettre la main à la poche, si je puis me permettre, puisque c'est la fin de l'année et c'est le meilleur moment pour faire un don et bénéficier de la déduction fiscale sur les impôts de l'année d'après. Bien, le message est passé, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.